Bonsoir, merci beaucoup d'être ici et aujourd'hui je suis très heureux. Alors très heureux pour de nombreuses raisons. Je vais vous les indiquer. Bon, la première, c'est que ce format, on l'appelle Masterclass et ça fait un moment qu'on ne l'a pas eu à cause du Covid. Et donc, être là devant vous, c'est un vrai plaisir puisque c'est vrai qu'on en a fait à distance. Avec la petite caméra en hybride, c'était aussi sympathique, mais pas autant que de pouvoir vous voir en face et puis aussi nombreux, puisque je suis aussi heureux parce que Financia Business School, il y a 8 ans, c'était 25 étudiants, voilà, 25 apprenants. Et aujourd'hui, vous êtes plus de 500 apprenants dans différentes spécialités. Et puis aujourd'hui, comme ça fait 8 ans, on connaît le parcours de nos 25 premiers étudiants et je peux vous souhaiter que leur réussite parce qu'ils ont tous des parcours assez incroyables et des grandes carrières et ils portent vraiment les couleurs de Financia, ils font rayonner Financia et j'espère que vous pourrez suivre leur chemin et que ça sera aussi votre cas. L'autre volet, alors je voulais, vous le savez quasiment tous parce qu'on n'arrête pas de le dire, mais vous savez moi chez Financia, on aime bien le sport et on aime bien le foot et je ne sais pas si vous savez, mais c'est la première année qu'on gagne le tournoi de la finance de foot. Et je voulais féliciter, je ne sais pas s'il y en a qui ont participé à l'équipe ici, qui sont présents. Voilà. Et donc, je voulais les féliciter parce que c'est un tournoi très difficile. Je vous rappelle, c'est un tournoi où il y a 20 banques et nous sommes la seule école qui se fait à Clairefontaine. Et malgré que vous soyez jeune, à chaque fois, c'est très difficile parce que les banquiers ont beaucoup d'argent et achètent des joueurs professionnels pour venir jouer à un tournoi amateur. Et donc, le niveau est très élevé. Et donc, bravo à toute l'équipe Financia. Et c'était la 8e année que nous faisions ce tournoi et c'est la première fois que nous le gagnons. Ensuite, je voulais faire un petit clin d'œil parce qu'il y a, et s'ils peuvent peut-être se lever, que je les vois, il y a, pour la première année, nous avons ouvert une classe hors sol, c'est-à-dire nous avons ouvert une classe à Bordeaux. Voilà, et certains étudiants en finance d'entreprise sont venus de Bordeaux. Voilà, je reconnais, donc on peut saluer. Sachez que vous avez aussi des confrères à Bordeaux. Et donc, Financia Business School s'agrandit et je voulais leur dire un welcome, un bienvenue chez Financia et surtout dans le cadre de cet événement. Alors, j'ai promis d'être rapide, mais donc, vous avez vu, multitude de raisons d'être heureux, mais encore, je dirais, et la dernière, c'est qu'on a la chance d'avoir un invité de prestige, la chance pour Financia, la chance pour vous. On s'est toujours attaché à que vous ayez des masterclass excessivement intéressantes. L'année dernière, c'était Luc Ferry qui était ici, à la place de M. Christophe Barbier, que vous avez tous, j'imagine, reconnu. Je ne vais pas m'attarder pour le présenter, mais pour moi, il représente déjà l'Express, parce que bon, depuis de nombreuses années, quand même, tout le travail qu'il a effectué, c'était énorme, et c'est quand même un magazine qui compte dans un secteur qui n'est pas toujours évident, qui est en pleine transformation et a fait un travail qui est remarquable. Ensuite, naturellement, bon, la moindre personne qui regarde la télé, BFM TV ou autre, a eu l'occasion. Et puis, on a eu la chance d'avoir avec son écharpe rouge, qui est son signe de distinction, où on peut le reconnaître. Et en plus de la chance qu'il soit là, parce qu'il a un emploi du temps très chargé, je sais qu'il a d'autres talents, puisqu'il exerce aussi dans le théâtre. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à avoir des carrières comme ça accomplies. L'autre volet, c'est que, premièrement, on est très heureux qu'il s'accorde notre temps et pouvoir venir vous parler, d'autant plus que son expertise est excessivement importante en termes de timing et de données, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des économistes, des banquiers, des financiers sur les métiers. Néanmoins, on est là aussi pour vous apprendre, dépasser ce stade-là, vous apprendre de la culture, de la politique, entre autres, puisque durant toute cette année, vous allez pouvoir voir que la politique influe aussi sur l'économie. Elle est de manière très importante. Et cette année, vous avez une super chance, alors en plus d'être là en physique, d'être sorti, en tout cas pour le moment, je l'espère,
définitivement du Covid, vous avez de la chance d'être dans une année à élection. Et les années d'élection sont toujours des années intéressantes. Intéressantes pour la bourse, intéressantes pour les emplois, intéressantes aussi pour les RH, intéressantes pour le choix collectif de nous, puisque vous êtes tous ici majeurs. Et donc, je l'espère que nous allons, en tout cas, pouvoir voter tous en masse et en tout cas devoir prendre des décisions. Et prendre des décisions, c'est aussi avoir une réflexion, réfléchir. Et souvent, c'est vrai qu'à l'école, on vous apprend des points techniques, ce qui est très important, mais les points techniques, ils évoluent dans le temps. Et ce qui est le plus important, c'est que si on peut vous transmettre cette réflexion, ce savoir, de savoir prendre du recul et de pouvoir analyser vous-même en toute indépendance, eh ben, on serait très heureux. Et donc, pour ça, je passe la parole et je demande des applaudissements à Christophe Barbier. Merci beaucoup. Merci pour cette élogieuse présentation. Bravo à l'équipe de foot, c'est très important aussi. Et puis, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler d'économie. Ça ne va pas vous rappeler les cours. Par ailleurs, je suis complètement incompétent. Mais je vous ai quand même apporté la photo du futur siège de votre école, qui est en train d'être acheté, palais 18e siècle, assez confortable, qui va être alloué, je pense, au printemps s'il est libre. Donc, plus sérieusement, je vais vous parler de la bataille de l'Élysée. Alors, rassurez-vous, on ne va pas faire de politique politicienne, on ne va pas faire de petites phrases. Je répondrai à vos questions dans un second temps sur tout ce que vous voulez, sur les candidats, sur le sortant, sur les prétendants. Mais je voudrais vous parler quand même plus au fond du moment démocratique que va traverser la France, qu'elle traverse déjà en ce moment, parce que c'est une élection qui n'est pas comme les autres. C'est vraiment une élection très importante. C'est un peu l'élection des millennials, vous savez, ces jeunes nés autour de l'an 2000, qui étaient un peu trop jeunes pour voter en 2017, mais qui là, en 2022, vont pouvoir voter. Donc c'est l'élection de l'entrée dans le siècle, dans le 21e siècle, de toute une génération civique, et je crois bien que c'est la vôtre. Donc c'est un peu important. Des choix vont devoir être faits pour le pays, pour vos destins, et je vais essayer de vous donner quelques pistes sur comment va la démocratie en France, ou plutôt comment elle ne va pas. En commençant par cette thèse que j'appellerais le trou d'air démocratique. Oh, la démocratie, tout le monde y est attaché. Personne n'a envie de vivre dans une dictature militaire avec la peur d'être arrêté, torturé, de disparaître subitement. Mais néanmoins, on est en train de vivre une profonde crise démocratique dans notre pays. Sous d'autres formes, ce sont des crises qu'on a connues à la fin du 19e, dans les années 30. Ce ne sont pas les mêmes ressorts, ce ne sont pas les mêmes réflexes. Comparaison n'est pas raison, mais c'est le même niveau de gravité. Nous allons devoir faire des choix démocratiques qui vont engager le destin quand même de notre pays. Et le premier de ces choix, il va s'opérer le 10 et le 24 avril prochain, c'est-à-dire c'est l'élection présidentielle. Regardez, ça c'est une série de tableaux que je vous ai préparés sur l'abstention. L'abstention au régional, c'est la dernière élection qui s'est tenue, c'était en juin dernier, 2021. L'abstention est montée à 66%, c'est-à-dire 2 électeurs sur 3 ne sont pas allés voter. En 1986, quand on a inventé l'élection régionale, pour la première fois les conseillers régionaux étaient élus au suffrage universel, c'était aussi pour moi le premier moment où j'ai pu voter. J'avais 19 ans à ce moment-là. L'abstention n'était que de 22%. Les 3/4 des citoyens étaient allés voter, alors que les régions avaient beaucoup moins de pouvoir, notamment sur notre vie quotidienne, éducation, transport, à l'époque qu'aujourd'hui. Regardons du côté des élections départementales, les conseils départementaux, c'est pareil, un pic à 66. Et regardez comme c'est chaotique et comment dans les dernières années, à partir de la fin du XXe siècle, ça monte inlassablement, 35 puis 55% d'abstention, 66% aujourd'hui. Le département, c'est ce qui distribue les aides sociales. Vous avez une personne âgée chez vous en état de dépendance, l'APA, c'est le département. Une bonne partie de ce qui est le RSA, c'est le département. Une bonne partie des subventions sociales et culturelles, c'est le département. Le collège, c'est le département. Les Français ne votent plus alors que l'instance décide pour leur vie quotidienne. Crise démocratique. Les européennes, ça c'est l'inverse, c'est très loin. C'est pas notre vie quotidienne, encore que parfois ça se mêle du détail de notre vie alimentaire, de notre vie de santé ou des règlements à respecter. Les élections européennes, c'est très intéressant parce que là, ça baisse. Pourquoi cette élection? Alors que quand vous parlez d'Europe, tout le monde dit « Oh là là, vous allez m'ennuyer, je zappe ». Pourquoi cette élection? Eh bien, l'abstention diminue. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que les Français ont compris que l'avenir, c'était l'Europe. Alors, ils se disputent sur l'Europe, ils ne sont pas d'accord sur quelle Europe ils veulent. Mais ils ont compris que la taille critique aujourd'hui pour exister dans le monde, pour résister aux courants qui peuvent nous déclasser, c'est l'échelon européen.
C'est vrai en matière de défense militaire, c'est vrai en matière d'action économique et financière, on le voit avec le plan de relance en ce moment. C'est vrai aussi, sans nul doute, en matière de défense des valeurs démocratiques. Et c'est pour ça que les Français vont plus voter aujourd'hui qu'il y a 20 ans. La deuxième raison, c'est que cette élection européenne est devenue une élection très politique. Parce que dans les derniers quinquennats, comme il n'y a plus de législative au milieu de l'exercice du mandat présidentiel, contrairement à l'époque du septennat, l'occasion pour les Français d'exprimer une colère, un enthousiasme, une volonté, ce sont les élections intermédiaires et c'est l'élection européenne. L'élection européenne, que ce soit en 2009 au milieu du mandat de Sarkozy, en 2014 au milieu du mandat de Hollande ou en 2019 au milieu de celui de Macron, c'est le premier grand rendez-vous où on a pu approuver ou sanctionner. Donc on a remis de la valeur politique dans cette élection européenne. Les municipales, comme tout le monde, vous avez appris à l'école que l'élection de monsieur le maire, ça passionne les Français. On ne s'intéresse plus à la politique. Ah, mais monsieur le maire ou madame le maire, ça me concerne. Je le connais, je la connais, c'est ma vie quotidienne. L'élection municipale n'est plus le refuge sacro-saint de la démocratie. On est monté à plus d'un Français sur deux qui s'est abstenu au municipal en 2020. D'accord, il y avait la sortie du Covid, c'était pas simple, mais avant, ça montait encore. On a franchi depuis longtemps le tiers de l'abstention. Les Français sont tous concernés par les décisions du maire. Ils ne vont pas voter ou ils ne vont pas assez voter à cette élection. Et enfin, les deux élections suprêmes, les législatives. Les législatives, les gens votaient. Regardez, 81, une abstention de 29,1%, mais 86, pour sanctionner la gauche, les gens se mobilisent. L'abstention dégringole en dessous, aux alentours de 20%. Et puis ça monte inlassablement. Et à partir de 2002, ça s'emballe. 35, 39, 42, 51. Pourquoi ? Parce que là, on touche le trou d'air démocratique. L'élection législative, des députés que je charge de faire les lois que je vais respecter, c'est le cœur de la démocratie représentative. Moi, citoyen, je délègue à un représentant, à une représentante, le pouvoir de faire les lois que je vais devoir respecter. On est au cœur de cette désignation de la démocratie représentative. Or, c'est justement là que les Français ont perdu confiance dans le personnel politique, dans leurs représentants. La crise que nous vivons aujourd'hui n'est pas tant une crise de la démocratie. Le peuple veut choisir, il veut désigner, il n'a pas envie qu'on tire au sort ou que ça se fasse dans un salon entre puissants, mais il n'a plus confiance dans ceux qu'il désigne. Dans démocratie représentative, le vrai terme malade, c'est représentatif plus que démocratie. On va l'illustrer plus loin, mais je termine par l'élection présidentielle, où là, vous voyez sur l'abstention des comportements un peu différents. Vous avez un pic d'abstention en 2002. Qu'est-ce qui se passe en 2002 ? Vous étiez trop jeune pour l'avoir vécu. Jean-Marie Le Pen est présent au second tour. Mais ça, c'est l'abstention du premier tour que je vous ai mise. Et qu'est-ce qu'on remarque en 2002 ? C'est qu'après 5 ans de cohabitation Jospin-Chirac, les Français s'ennuient. Ils bâillent. La cohabitation les a endormis. Ils trouvent que cette campagne présidentielle n'a aucun intérêt. Ça donne une abstention massive, notamment à gauche, et Le Pen est au second tour. Pas parce que Le Pen est passé devant Jospin, parce que Jospin est passé derrière Le Pen. C'est la désaffection du peuple de gauche qui provoque le choc du 21 avril 2002. Ressaisissement, tragédie, drame, inquiétude, où va-t-on ? Le deuxième mandat de Jacques Chirac est un mandat ennuyeux, mais en 2007, vous avez le record de participation depuis bien longtemps, 16% seulement d'abstention, parce que là, c'est l'inverse. On est en 2007 avec le quinquennat, et vous avez 3 candidats qui vont passionner les Français, Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou. Pour les 3, c'est une candidature nouvelle ou presque, c'est une manière de faire de la politique un peu nouvelle, l'intérêt revient. Donc vous voyez qu'on a à la fois la crise de la démocratie représentative dans les législatives qui n'intéressent plus, et en même temps la capacité à s'intéresser à la politique quand elle devient une affaire passionnante par le combat des hommes et des femmes, mais aussi par les idées nouvelles qui sont mises sur le tapis, qui sont mises sur la table. Nous avons là, présidentielle, législative, un des aspects de notre malaise français. Les Françaises et les Français, vous, dans quelques mois, vous allez désigner le président ou la présidente de la République. Et après cela, rien d'autre ne compte. Les députés, ben on a élu un président, on lui donne une majorité. Donc aux dernières élections, vague macroniste. Aux élections précédentes, vague hollandaise. En 2007, tsunami sarkozyste. Pourquoi ?
Parce que le peuple cohérent se dit on va donner une majorité au président qu'on a choisi. Et il vaut mieux avoir un député qui est du côté du manche, on aura plus de subventions. Donc la présidentielle a tout phagocyté. On se passionne pour cette élection, on veut choisir le premier de tous les Français. On a en tête qu'on a inventé le monarque républicain. Ce n'est plus le roi de droit divin, c'est le roi de droit populaire. Et ça, on y tient. Si quelqu'un vient en vous disant, écoutez, restez chez vous en avril prochain, le président de la République, on va le choisir au Parlement, ou on va le choisir dans des conseils d'administration, ou on va faire un sondage, vous serez en colère. La démocratie veut choisir le premier des Français. Mais, derrière, elle ne croit plus au fonctionnement pendant 5 ans de la démocratie représentative. Un exemple qui prouve à quel point la démocratie est complètement dépassée par le haut et par le bas. Le haut, c'est l'international, la mondialisation. Une bonne partie de nos lois nous vient de l'Union européenne. Donc les Français se disent, les députés ne servent à rien. Une bonne partie de notre vie quotidienne est régie par des multinationales qui n'ont rien à faire des législations nationales. Le bras de fer dure sur la fiscalité de ce qu'on appelle les GAFAM. Où créent-elles de la richesse? Où payent-elles leurs impôts? Et on bute depuis une quinzaine d'années sur cette équation. Les impôts ne sont pas payés où la richesse est créée. Donc vous avez des emplois aux États-Unis, de la richesse créée par les consommateurs en Europe et des impôts payés dans les paradis fiscaux. L'idée que la démocratie ne sert plus à rien parce qu'on peut ne pas respecter les lois en étant une firme plus puissante, c'est une idée qui s'est installée dans l'esprit des Français. À quoi bon élire des députés? Monsieur Zuckerberg fera ce qu'il veut de la loi française. La deuxième crise démocratique, c'est la démocratie contournée par le bas. Alors c'est quoi par le bas? Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez un conseil départemental qui décide de voter la construction d'un aéroport. Mais nous sommes en démocratie. Donc les associations qui sont opposées à la création de l'aéroport vont en justice, demandent l'annulation du projet. La justice tranche, plusieurs procès, des années de procédure. L'aéroport a été légalement décidé, il doit être construit. Mais nous sommes une très très bonne démocratie. On écoute les gens quand ils sont en colère. Donc on va devant la justice européenne. La justice européenne étudie le dossier et dit « Pas de problème, l'aéroport, vous pouvez le faire, tout a été fait dans les règles, pas d'obstacle. » Mais nous sommes dans une démocratie vraiment démocratique. Donc les élus qui ont été contestés devant les tribunaux par des tas d'associations, ils se disent « Bon, il y a un trouble quand même, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Pour être sûr que c'est légitime, on va faire un référendum. » Alors on fait un grand référendum dans la région concernée et la population dit « Oui, on veut cet aéroport. » Cette histoire-là, vous l'avez reconnue, c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. L'aéroport ne verra jamais le jour. Il a été annulé. Ça a été une des premières décisions, après quelques mois de pouvoir, d'Édouard Philippe à Matignon. Pourquoi? Parce que malgré le vote, malgré les jugements gagnés, malgré le feu vert de l'Europe, malgré le référendum, on a buté sur un obstacle très simple. Quelques dizaines de militants dans des cabanes sur le terrain de l'aéroport. Alors, il y a 100 ans, il y a 110 ans, ça se réglait de manière très simple. On envoyait la troupe qui évacuait le terrain, il y avait 15 morts, mais c'était comme ça. Force restait à la loi. La démocratie, le gouvernement démocratique, avait le monopole de la violence légitime. Aujourd'hui, et c'est tant mieux, c'est devenu insupportable. Le barrage de Sivins, dans le sud-ouest, barrage voté, approuvé, validé, manifestation écologiste. Un militant reçoit dans sa capuche une grenade lancée par un CRS. La grenade explose, il meurt. Accident, dit la justice. Néanmoins, immédiatement, le projet de barrage est annulé, abandonné. Nous sommes dans un État démocratique où la valeur de la vie, de l'individu, et encore une fois, c'est tant mieux, c'est un progrès de l'humanisme, cette valeur est tellement supérieure à tout que la mort d'un militant ne peut pas être un prix à payer pour la volonté collective validée par des élections. Au temps de Georges Clemenceau, on balayait les opposants, il y avait des morts. Au temps d'Emmanuel Macron, ça n'est plus possible. La démocratie médiatique, la démocratie de la sensibilité, la démocratie humaniste l'interdisent. Sauf que, évidemment, c'est affaiblir considérablement la démocratie. Si la démocratie ne peut plus utiliser la force, si dès qu'on utilise un LBD, il y a une polémique, si dès qu'il y a une action policière, il y a un danger, la démocratie devient
un colosse aux pieds d'argile, et même un colosse sans bras. Si la démocratie ne peut plus utiliser la force, la démocratie est impuissante. Impuissante face à des associations, des groupuscules, des black blocs. Nous tous, là, on sort, on va envahir un bâtiment public. Avant de nous évacuer au risque que l'un d'entre nous soit tué, eh bien, le gouvernement va prendre de multiples précautions. Les individus mobilisés sont devenus plus forts que les individus qui votent. Je vote, et ça ne sert à rien puisque 40 barbus ont bloqué le projet que je soutenais. La démocratie représentative, contournée par le haut et contestée par le bas. Donc, dans l'esprit des citoyens, voter ne sert plus à rien. Les votes sont des votes de papier. Et donc, on est face à ce trou d'air démocratique de manière assez grave. Alors, dans tout cela, il va falloir quand même choisir un président, parce que l'élection, elle est quand même dans quelques mois. Est-ce que les Français iront voter? Vous avez vu les taux d'abstention. L'élection présidentielle a tendance à passionner. Mais, dans ce quinquennat, et on l'a vu au régional, on a peut-être eu un effondrement de la mobilisation démocratique. Ça, on aura la réponse le 10 avril. Est-ce que l'élection sera passionnante? Oui, ça a déjà démarré. Il se passe des trucs incroyables, les coups pleuvent dans tous les sens, il y a du suspense, le feuilleton médiatique qui sera au rendez-vous. Est-ce que les Français seront mobilisés parce qu'ils considèrent que leur avenir est en jeu? C'est moins sûr. Alors, qui vont-ils choisir? Regardons les priorités des Français. Est-ce que vous vous y retrouvez? Pour les Français, interrogés juste avant l'été, les qualités principales du président de la République, ça doit être d'abord l'écoute des Français. Tiens, crise démocratique, voter ne sert plus à rien, mais le président de la République, je veux qu'il m'écoute, je veux qu'il vienne me voir, je veux parler au directeur. Je ne veux pas avoir de compte à rendre à un député ou à un ministre, il ne compte pas. C'est le président qui m'intéresse. Derrière, l'honnêteté, puis la compétence, la détermination, l'autorité. Vous voyez, d'abord des qualités personnelles, avant d'avoir des qualités d'exercice du pouvoir. On est à la recherche d'un nouveau contrat de confiance entre un individu et un peuple. Je vais passer rapidement sur une galerie de portraits, d'abord parce que le temps qui m'est imparti est assez court, je ne veux pas vous ennuyer avec de la politique politicienne, et je me dis que peut-être dans les questions, vous pourrez revenir sur ce sujet-là. Je vous passe les éliminés, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, Stéphane Le Foll, moins connu, le maire du Mans, qui voulait être le candidat de la gauche, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, qui voulait être le candidat de la gauche, François Baroin, le chouchou de la droite, mais qui n'a pas voulu aller au combat, Bruno Retailleau, la droite la plus dure, qui n'a pas voulu y aller. Tiens, bizarre, Zemmour est à 18. Celui-là, vous ne le connaissez pas, c'est le maire de Cannes, David Lisnard. Il a jeté l'éponge dans son marathon présidentiel. Laurent Wauquiez, il s'est laissé pousser la barbe, il y pensait peut-être en se rasant à la présidentielle. Il est barbu, il n'y pense plus. Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement, nous ne sommes pas loin, éliminée. Et nous avons maintenant Emmanuel Macron. Est-il ou sera-t-il éliminé? Pour moi, c'est un sortant funambule. Il est sur un fil. Sur un fil, Emmanuel Macron. On ne sait pas de quel côté ça va tomber. Mais je voudrais m'arrêter quand même, après le clin d'œil du président et son audace, sur l'état du président de la République aujourd'hui. Parce que ça rejoint ce qu'on a vu sur les priorités des Français quant au choix de leur président. Regardez le président de la République, c'est-à-dire quelles sont les qualités qu'on attend d'un président quand on est un électeur de Mélenchon, de Le Pen, de tous ceux qui étaient candidats la dernière fois. C'est très intéressant parce que, rappelez-vous, l'écoute des Français, c'était prioritaire pour les Français. Il faut un président qui sache nous écouter. Bon, regardez la ligne Emmanuel Macron. Ceux qui ont voté Emmanuel Macron, l'écoute des Français, ce n'est important que pour 42% d'entre eux. Alors que pour les Français, dans leur totalité, c'est important pour 56% d'entre eux. C'est-à-dire que l'électorat de Macron n'a pas tellement envie d'avoir un président qui écoute les Français. Ils veulent un président qui fait autre chose. Et en l'occurrence, là où les macronistes demandent au président des qualités que les Français ne demandent pas, c'est par exemple la compétence. C'est par exemple, un peu plus loin, on le voit, là c'est un peu trop compliqué à voir, ils ont des demandes qui ne sont pas celles des Français. Regardez là, sur la détermination, 25% pour les Français, 27% pour les électeurs de Macron. Là, on est donc raccord. On est sur une demande qui est à peu près la même. Mais sur l'écoute des Français, les macronistes ne le veulent pas. On a donc bien une cassure dans le pays entre toute une partie du peuple qui considère que le président ne les écoute pas et l'électorat du président qui considère que ce n'est pas important. C'est pour ça que j'appelle ce sortant un sortant funambule. Regardez là sur les intentions de vote. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça vous montre ceux qui ont gardé leurs électeurs.
Donc, vous prenez la ligne horizontale Mélenchon et vous allez chercher la ligne verticale Mélenchon. Et vous voyez le chiffre 45 apparaître. C'est-à-dire que parmi les électeurs de Mélenchon de la dernière fois, il n'y en a plus que 45% qui disent « je voterai Mélenchon ». Donc il a perdu beaucoup de ses électeurs. Si vous faites le même travail pour Emmanuel Macron, vous arrivez au chiffre de 73%. Donc Mélenchon a perdu plus de la moitié de ses électeurs, Macron a gardé les 3/4 de ses électeurs. Donc vous voyez, la situation du président est une situation qui est d'une situation de stabilité de son noyau dur. Il en a quand même perdu un quart. Cet homme-là aurait pu défier le président de la République. Il s'est retiré. Peut-être vous aurez des questions à me poser sur Édouard Philippe et sur sa popularité. Macron est donc tout content. Comme vous l'avez vu, il est plutôt dans une situation favorable, mais il va avoir à affronter quand même des opposants. Je vais vous dire un mot de chaque camp, sans rentrer dans le détail des personnes. Nous avons en France une gauche qui devrait avoir un succès colossal parmi des jeunes comme vous. La gauche devrait être le camp naturel d'une génération comme la vôtre. Mais la gauche a raté ce rendez-vous avec le XXIe siècle. Elle l'a raté pour 3 raisons, pour 3 renoncements, ce que j'ai appelé les apostasies, vous savez, quand on renie ce en quoi on croit. Le premier renoncement, c'est le renoncement à défendre les classes populaires. La gauche, au début des années 2000, s'est concentrée sur les bobos, sur les classes moyennes supérieures, persuadée que les classes populaires la suivraient. Les classes populaires sont parties vers l'abstention et vers les extrêmes. La deuxième apostasie, le deuxième renoncement de la gauche, c'est le renoncement à l'Europe. L'Europe a toujours été le combat phare de la gauche. La gauche s'est déchirée en 2005 sur le référendum sur la Constitution européenne. Cette cicatrice n'est pas refermée. La gauche est toujours scindée en deux, les eurosceptiques, voire les souverainistes, et les européistes. Ils ne se sont jamais réconciliés. La gauche a abandonné l'Europe, alors que, rappelez-vous, c'était le grand combat de François Mitterrand. Troisième renoncement de la gauche a renoncé aux valeurs républicaines, à l'universalisme républicain, parce que la gauche a pensé qu'il fallait aller chercher du vote ciblé dans les minorités visibles issues de l'immigration qui accédaient à la citoyenneté et les minorités communautaires en ayant un discours moins universaliste et un peu plus séparatiste sur la religion. La gauche a pensé qu'en additionnant les clientèles, elle allait faire des scores. Alors qu'avant, la gauche, depuis Jaurès et Gambetta, c'était le rassemblement derrière les valeurs républicaines partagées par tous. Ces 3 renoncements de la gauche l'ont poussé dans les fossés des élections. La gauche a perdu ses électeurs populaires, ses électeurs républicains avec ces 3 renoncements. Je vous passe les candidats, même si vous voyez qu'on a là aussi un personnel qui est assez cocasse dans ses expressions. Vous me direz si vous voulez revenir sur ces candidats plus tard. La gauche, ayant perdu cette bataille des idées, il y avait une autre gauche possible, qui là entre complètement en phase avec votre génération. C'est la gauche écologique. C'est la gauche qui dit « sauvons la planète ». C'est la gauche du combat contre le réchauffement climatique. Là aussi, le combat de votre génération. Pourquoi les écologistes ne sont pas la gauche de remplacement et ne sont pas à 30% dans les sondages? Pourquoi Jadot est à 7%? Parce que les écologistes, dont je vous fais défiler quelques exemplaires ici, ça c'était les 4 principaux candidats de la primaire, les écologistes se sont trompés. Ils ont cru que la défense de la planète, que le sauvetage de la planète passait immanquablement par la destruction du capitalisme et de son modèle de croissance. Et ça a coupé les écologistes de toutes les classes populaires qui n'ont qu'une seule aspiration, vivre mieux, s'enrichir, acquérir des biens qu'ils ne peuvent pas s'acheter aujourd'hui. Et ça a coupé les écologistes d'une partie de la jeunesse qui a comme ambition de créer une entreprise, de réussir socialement, d'aller à l'étranger. Les écologistes se sont enfermés dans le combat « sauvons la planète, donc choisissons la décroissance, le moins bien vivre ». Nous devons renoncer à l'avion, à l'automobile, à la croissance pour sauver la planète. Nous devons sacrifier notre épanouissement individuel au sauvetage des bébés phoques, du tigre blanc et de la végétation qui va mourir à cause de la désertification. Ça, c'est un contrat intellectuel que la gauche allemande n'a pas fait. Elle a monté dans les sondages. C'est un contrat que la gauche écologique allemande n'a pas fait, que la gauche écologique française a fait, et elle a perdu le contact avec les électeurs, notamment avec la jeunesse. La droite n'est pas en meilleur état.
La droite s'est enfermée dans 3 impasses. D'abord, on y reviendra, l'impasse du leader. Qui faut-il choisir entre le médecin Juvin, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier? Voilà, on n'a pas à droite de chef naturel qui est apparu. Autre impasse de la droite, l'impasse étatique. Jadis, la droite, c'était l'État. Quand moi j'étais jeune, la droite, c'était De Gaulle, c'était l'État. L'État s'occupe de tout. L'État fabrique des voitures, l'État construit des autoroutes, l'État s'occupe de votre vie. L'État, c'est l'économie. L'économie, c'est l'État. Ensuite, la droite est devenue libérale, avec Jacques Chirac dans les années 80, puis d'autres, Alain Madelin. Non, c'est fini. L'État doit se désengager. Laissons l'entreprise prendre sa place. Et depuis, la droite hésite. Elle est libérale pendant les campagnes électorales, elle est étatiste quand elle est au pouvoir. Elle est libérale quand elle parle à son électorat, les médecins, les professions libérales, les chefs d'entreprise. Elle est étatiste quand elle parle aux électeurs populaires parce qu'ils veulent de la sécurité sociale, des aides et de l'État, des services publics dans leur quartier. La schizophrénie sur l'État de la droite est une maladie qui mène la droite à l'échec politique depuis des années. La troisième impasse de la droite, c'est là encore l'impasse européenne. La droite aussi est fracturée entre une droite souverainiste, Bruxelles c'est mauvais, Séguin, Pasqua hier, aujourd'hui Zemmour et d'autres, et une droite européiste. Notre avenir c'est l'Europe, il faut construire l'Europe. C'est le cas de quelques-uns des candidats que je vous ai fait défiler. C'est parce que la gauche a connu ces 3 reniements, c'est parce que les écologistes se sont trompés de voie, c'est parce que la droite est dans une impasse qu'Emmanuel Macron a gagné et qu'aujourd'hui, il est en bonne position. Oui, mais bonne position ne veut pas du tout dire garantie de réélection. Parce qu'il a devant lui, Macron, quand même, le défi des extrêmes. Les extrêmes ne fusionneront pas. Vous n'aurez pas une alliance Mélenchon-Le Pen. Vous n'aurez même pas une alliance Le Pen-Zemmour. Ils s'entre-dévorent. Les extrêmes se déchirent. Vous avez évidemment Marine Le Pen qui avait le vent dans le dos, mais vous avez aussi une autre hypothèse qui est arrivée dans les extrêmes. Ce n'est plus les extrêmes, droite ou gauche, ce n'est plus des extrêmes idéologiques, c'est des extrêmes presque esthétiques, de ton. C'est les extrêmes de la transgression. C'est ce que j'appelle l'hypothèse Coluche. C'est ce qu'une essayiste qui s'appelle Laetitia Krupa a appelé la tentation du clown. Les Français sont-ils tentés par le clown? Le clown n'étant pas forcément quelqu'un de rigolo, c'est quelqu'un de à part, qui n'est pas dans le système, qui est comme un chien dans un jeu de quilles. Il s'appelle Beppe Grillo en Italie, il a fait le mouvement 5 étoiles. Il s'appelle Zelensky en Ukraine, il est devenu président de la République. Il s'appelle Trump aux États-Unis, il est devenu président. Alors, je vous fais défiler quelques clowns, on va voir si vous les approuvez à l'applaudimètre. Bigard. Quelques partisans, c'est peut-être son slogan qui vous a séduit. Didier Raoult. Ah, pas mal non plus. Michel Onfray. Ah oui, lui, l'intellectuel philosophe, il a raté son coup. Et pourtant, Front Populaire, c'est une revue qui marche. Alors ça, c'est pas Macron, hein, le clown. Regardez derrière, Pierre de Villiers, ancien général, chef d'état-major, mais qui n'ira pas dans la campagne présidentielle. Mais à un moment donné, les gens se sont dit, il nous faut un général. Ah, alors là, on n'applaudit pas, on n'ose pas, on avance. Eh oui, et évidemment, dans toute cette galerie de clowns, celui qui a décroché la timbale, c'est-à-dire le droit de participer à la foire actuelle, c'est lui. C'est lui. Il y aura sans doute des questions, je ne m'attarde pas sur son cas, mais celui qui vient du hors-système pour chambouler le système, pour l'instant, c'est Éric Zemmour. Il est loin d'être élu, il est loin d'être au second tour, je ne pense qu'il sera ni l'un ni l'autre, mais il a surgi dans une élection en s'imposant comme acteur majeur de la pré-campagne. Éric Zemmour, c'est une droite réactionnaire. Il considère que la France allait mieux avant mai 68. Papa avait le pouvoir dans la famille. Maman se taisait, les gamins obéissaient. Il considère que c'était beaucoup mieux avant 1945, c'est-à-dire avec une droite qui s'affirmait et une autorité du gouvernement qui était puissante. Il considère, Éric Zemmour, que c'était mieux avant 1789, c'est-à-dire avec un roi de droit divin et vous naissiez paysan, bourgeois ou aristocrate et vous le restiez. Et vos enfants héritaient de cela. Il considère que cette stabilité-là était salutaire. C'est un vrai réactionnaire. Il y a un âge d'or, il souhaite y retourner. Alors pas en rétablissant un roi et tout ce qui allait avec, mais en rétablissant les valeurs qui étaient autour de ce régime. C'est un vrai réactionnaire. Cette famille-là, la famille réactionnaire
maurassienne, hein, donc qui est sur les idées de Charles Maurras, la stabilité royaliste, la stabilité patriarcale. Cette droite-là, en France, c'est 8%. 8% depuis toujours. Un peu plus dans l'Ouest, notamment en Vendée, beaucoup moins dans les grandes villes que dans les campagnes, mais ce n'est pas plus. Pourquoi Éric Zemmour n'est pas à 8, mais à 18 ou à 15 dans les sondages? Parce qu'il a additionné à cette droite réactionnaire des abstentionnistes. La politique, je m'en fous. La démocratie, j'y crois plus. Et quand il voit surgir un trublion comme Zemmour, ces gens-là reviennent à la politique par les sondages, peut-être pas par les votes. Et puis à ce petit bout d'abstentionnistes, il a ajouté une partie de l'électorat populaire de Marine Le Pen. Et ça, c'est la grosse surprise de cette rentrée, c'est que des électeurs populaires sont venus dans les sondages approuver un intellectuel réactionnaire. C'est parfaitement contradictoire avec ce qu'ils sont dans leur vie, mais ils ont apprécié le trublion qui dit des transgressions en permanence. Mais vous aurez sans doute des questions sur cet individu. Là, vous avez les derniers sondages, c'est-à-dire avec la présence d'Éric Zemmour. On retrouve ce que je vous ai dit, c'est-à-dire un Emmanuel Macron qui est stable sur son électorat et qui n'a pas trop d'inquiétude à se faire. Encore que, derrière deux extrêmes, Le Pen et Zemmour, qui vont se battre pour être au second tour. Et à côté, une droite qui, avec quel que soit le candidat, Bertrand, Pécresse, Barnier, n'est pas pour l'instant au second tour. Mais si Zemmour continue à détruire Marine Le Pen, il y a peut-être une place pour cet électorat. Ça, c'est les plus petits, je vous en passe. Avant de vous faire les trois scénarios, je ne vous les ferai peut-être pas d'ailleurs, c'est vous qui allez me les faire, les scénarios de la présidentielle. Je voudrais qu'on revienne une dernière fois sur la grille électorale que je vous ai montrée tout à l'heure, parce qu'elle va vous montrer la vraie fragilité de Macron. Regardez, quand vous regardez les votes qui ont été faits en 2017 et où se sont dispersés les électeurs, vous avez un candidat qui s'appelle François Fillon. Alors attendez, ça c'est le... Oh, j'espère que je vous ai mis ce slide, mais j'en suis pas sûr. Bon, je vais vous dire les chiffres parce que je les ai en tête. Si, voilà, regardez. Regardez François Fillon, donc il est là, il était candidat là. Où sont passés ces électeurs? Les électeurs qui ont voté Fillon au premier tour en 2017. Vous vous souvenez quand même, vous étiez déjà assez grand pour regarder la télé. L'affaire Pénélope, Fillon s'effondre, Fillon contesté, un cauchemar sa campagne. Il y a quand même des gens qui votent pour lui, 20%. Beau score. Où sont passés ces électeurs Fillon? Vous retrouvez ces électeurs Fillon à 50% dans l'électorat Xavier Bertrand, qui est le seul que j'ai pris là, mais c'est à peu près pareil pour les autres. 1 sur 2. C'est pas beaucoup. Puis vous avez 31% des électeurs Fillon qui aujourd'hui, disent je voterai Macron. Ces gens-là ont voté Fillon alors que Macron était candidat. Donc ils ne l'aimaient pas, Macron. Ils sont sans doute allés voter Macron pour éviter Le Pen, où ils se sont abstenus. Puis après, ils ont trouvé que Macron faisait un boulot de droite. Il supprime l'ISF, il réforme l'assurance chômage, il arrive à contrôler le mouvement des Gilets jaunes. Ouais, ce type, finalement, il est de droite. Ils se sont donc mis à soutenir Macron. Et à l'heure où nous parlons, ce tiers d'électorat Fillon, c'est 31%, ils sont encore avec Macron. Mais le 4 décembre, il y a un candidat ou une candidate de droite. Alors peut-être que ça sera un candidat ou une candidate ridicule, sans idée, sans charisme, et on se dira, bon, c'est la droite la plus bête du monde, et ces gens-là resteront chez Macron. Mais peut-être que ça sera un candidat qui, d'un seul coup, s'épanouira, nous surprendra, surgira, comme un jour un Sarkozy, tellement antipathique, est devenu tellement sympathique, comme un jour un Mitterrand, toujours battu, ou un Chirac, toujours battu, sont devenus charismatiques. C'est l'alchimie de la présidentielle. Si ce candidat ou cette candidate de droite réussit sa métamorphose, si la chenille de droite devient papillon de droite, alors là, ces 30% de fillonistes, ils retournent à droite. Parce qu'ils se diront, bon, on a la même politique, le candidat est vachement bien, waouh, il m'épate. Et en plus, Macron, il est quand même assez antipathique, il y a eu les petites phrases. Et puis Macron, c'est quand même 5 ans de gilets jaunes, de Covid. Tournons la page. Les Britanniques ont viré Churchill, bien qu'il ait gagné la Seconde Guerre mondiale. Les Français ont viré De Gaulle en 1946, bien qu'il ait gagné la Seconde Guerre mondiale. On aime bien, quand une crise est terminée, virer le chef. Bravo, merci, mais au revoir. On veut écrire une page blanche. S'il y a un candidat ou une candidate séduisante, charismatique, avec un bon programme, cet électorat-là, il file à droite. Et ça, pour Emmanuel Macron, c'est le début des ennuis, mais on n'aura la réponse qu'au moment des fêtes. Quand on aura le candidat depuis 15 jours, 3 semaines, on retournera en famille découper la dinde et ouvrir les cadeaux, et qu'autour de la table, on entendra « Ah, qu'il est nul !» ou bien « Ah, il est pas mal !» Là commenceront peut-être
les véritables ennuis pour Emmanuel Macron. Pardon, j'ai dépassé le temps qui m'était imparti. Oui, largement. Et je suis à votre disposition pour des questions sur cet aspect politique ou pour des questions plus de fond, parce que je sais que vous êtes de vrais citoyens. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai une question pour vous. C'est par rapport à la... Je voulais vous demander, ne pensez-vous pas que la peine de mort est-il nécessaire dans certains cas? Que là? La peine de mort. Parce que quand vous parlez de... C'est un débat. Ouais. C'est un débat récurrent et fondamental dans notre pays. Parce qu'au début, vous avez parlé de ça et je voulais savoir, aujourd'hui, quand on voit le monde, on voit par exemple ce qui s'est passé, le Bataclan. Oui, oui. Le Bataclan, on peut pas, aujourd'hui, ils sont en prison, après ils vont ressortir, ils vont refaire la même chose. Même si le procès ça dure, il y a des gens qui vont prendre la prison à vie. Mais moi, je pense que c'est quand même nécessaire dans certains cas, quoi. Vous pensez quoi? En tout cas, le débat reste ouvert dans la société. D'accord. En 1872... J'ai encore une autre question, vous répondez à ça d'abord. Ah bah, posez-la, j'essaierai de la retenir et je répondrai aux deux. Et pensez-vous vraiment que la gauche a vraiment renoncé aux valeurs républicaines? Et ma troisième question, que pensez-vous d'Éric Zemmour? Très bien, je vais y retenir ces deux-là. Alors, sur la première question, en 1872, Victor Hugo note dans son journal, qu'il a appelé après Chose vue quand ça a été publié, la phrase suivante. Il ne restait plus qu'un seul bourreau pour la France, il vient de mourir. Quand donc la guillotine mourra-t-elle? Victor Hugo, grand combattant depuis les années 1830 pour l'abolition de la peine de mort, en 1872, il se dit, ça y est, le dernier bourreau français est mort, il n'est pas remplacé, la peine de mort va donc disparaître rapidement. 1872. Il faudra attendre 109 ans, 1981, pour que la peine de mort disparaisse. C'est dire si c'est quelque chose dans notre société qui est enraciné comme une matière à débat, remise à jour par votre question, mais aussi par Éric Zemmour dans sa première intervention de quasi-candidat. Pour moi, la peine de mort ne peut pas être rétablie. Elle n'est pas nécessaire, elle est même contre-productive. Elle ne peut pas être rétablie pour deux raisons. Dans notre société aujourd'hui, je vous parlais des progrès de l'humanisme, tout peut arriver sur le plan judiciaire. On peut découvrir des erreurs judiciaires. On en découvre. On découvre, grâce à l'ADN, 20 ans après un crime, que celui qu'on a emprisonné n'était pas le bon. L'affaire Dills, les tas d'affaires aux États-Unis, vous avez suivi ça. On arrive à réparer, on libère, on indemnise, parce qu'on n'a pas coupé en deux. Le guillotiné, si vous vous rendez compte 20 ans après qu'il était innocent, vous avez du mal à réparer. Donc, en termes de justice dans la justice, d'efficacité de la justice, la peine de mort est une erreur technique. Regardez l'affaire Omar Haddad, vous savez, Omar m'a tué, une vieille dame tuée, on trouve Omar m'a tué écrit avec du sang, on arrête le jardinier, il s'appelle Omar, on le condamne, puis on s'aperçoit que ce n'est pas lui. On le fait libérer, on demande un procès en révision. Des années après, avec une nouvelle analyse ADN, on a confirmation que ce n'est pas lui. Imaginez qu'on lui ait coupé la tête. Ça serait pour la France un remords impossible. Donc techniquement parlant, judiciairement parlant, la peine de mort est à bannir. Deuxièmement, la peine de mort n'est plus possible parce que nous avons signé des traités internationaux l'abolissant et la bannissant. Donc si on voulait rétablir la peine de mort dans notre pays, on se mettrait au banc de toutes ces sociétés qui ont décidé que la peine de mort devenait définitivement hors la loi. Troisièmement, la peine de mort pourrait avoir à la limite une justification cynique si c'était efficace. C'est-à-dire, quand on guillotine quelqu'un, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a plus un meurtre dans le pays, tellement les méchants, ils ont peur d'être guillotinés. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. On n'a jamais vu la peine de mort empêcher les crimes d'être commis. Ce n'est pas parce que vous rétablissez la peine de mort qu'il y aura moins d'enfants assassinés, moins de violences conjugales, moins de grand banditisme, moins de mitraillage à Marseille dans les zones tenues par les trafiquants de drogue. Jamais la peine de mort n'a fait baisser la violence. Du temps de Victor Hugo, il disait même au contraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ceux qui étaient poussés au crime, notamment par la pauvreté, par la faim, savaient qu'il restait la guillotine, ils se disaient quoi? J'ai le choix entre quoi? Je meurs de faim ou je meurs guillotiné? Je vais manger, puis on verra bien. Il y a des textes magnifiques comme ça sur les dernières heures des condamnés à mort. C'est-à-dire que la peine de mort poussait au contraire les gens à dire puisque de toute façon,
Si je vole pour nourrir ma famille, on me tue. Eh ben, je vais plutôt tenter ça que de voir mes enfants mourir de faim. Donc, vous voyez, on est dans une contradiction profonde. C'est pour ça que je pense que la peine de mort ne doit pas et ne sera pas rétablie. Votre deuxième question sur la gauche. Non, la gauche n'a pas complètement abandonné les valeurs républicaines. Je vous ai parlé de ce reniement. Il est réel, ce reniement. Mais la partie n'est pas perdue. Vous avez aujourd'hui une gauche qui est en train de s'égarer dans les nouvelles idéologies venues des États-Unis, indigénisme, décolonialisme, wokisme, cancel culture. Bon, toutes ces idéologies qui sont dans notre démocratie honorable, on a le droit d'avoir ces idées-là. Elles portent en elles la destruction du modèle universel républicain, puisqu'elles accusent la République d'avoir été complice des crimes qu'elle dénonce. Donc cette gauche-là, elle est d'évidence anti-républicaine, puisqu'elle adhère à des idéologies qui font de la République, avec son école, avec ses structures bourgeoises et familiales, avec sa structure économique, qui font de la République la responsable de ses oppressions. Donc cette gauche-là est perdue pour la République. Mais il reste une gauche qui, tout en ayant écouté les nouvelles doléances, les nouvelles revendications, veut y arriver par la République. C'est la gauche de l'intégration et de l'assimilation par rapport à l'immigration. C'est la gauche d'une nouvelle définition de la laïcité, non pas dans ses principes, mais dans sa pratique, le vivre ensemble. Cette gauche-là, elle commence à se remettre au travail. Elle souffre d'une absence d'intellectuels. Il n'y a pas beaucoup d'intellectuels de pointure qui produisent des travaux dans ce sens-là. Et elle souffre de l'absence de leaders politiques. Ce combat républicain, qui était le cœur du combat d'un Jaurès, et puis d'un Clémenceau, d'un Blum, cette gauche-là, qui s'est encore perpétuée avec Mitterrand, Mendès France, Chevènement, cette gauche-là qui disait d'abord la République et après, parce que nous sommes républicains, le social, elle n'a pas de leader, elle n'a pas de parti. Donc il faut qu'elle se reconstruise par les élus locaux, par les nouvelles générations, les nouveaux militants, par de grands intellectuels qui surgiront, mais qui pour l'instant ne se font pas entendre. Troisième question très vaste, qu'est-ce que je pense d'Éric Zemmour? Qu'il a tort. Je combats 90% de ses propositions et de ses analyses. Mais pour faire court, Éric Zemmour est un camarade de jeu médiatique, il est en train d'en sortir puisqu'il passe en politique, dynamique, ludique, passionnant, passionné, travailleur, bourré de qualité. Il ne serait pas arrivé là s'il était un feignant en toc. Donc il y a le talent. Et puis Éric Zemmour, c'est deux erreurs fondamentales, systémiques dans sa manière d'aborder les problèmes. La première erreur, c'est ce que j'appelle le court-circuit. C'est quoi un court-circuit? C'est quand, au lieu de faire A, B, C, D, vous faites AD, direct. Quand vous le faites en électricité, les plombs sautent. Et c'est ce qu'il fait. Exemple très simple, dans les prisons, il y a une plus forte proportion de Noirs et d'Arabes que dans la société. Donc, les Noirs et les Arabes sont criminels, plus criminels que les autres. L'immigration est criminogène. Ça, quand vous regardez les prisons, vous dites, bah oui, c'est vrai, la population issue de l'immigration, elle est surreprésentée en prison par rapport à la société normale. Ah oui, donc est-ce que Zemmour n'a pas raison? Quand on est immigré, on est criminel. En tout cas, on est plus criminel que quand on n'est pas immigré. Ah non, c'est faux. Le bon raisonnement, c'est quand on arrive par l'immigration, ou qu'on est même deuxième génération, on est rarement dans les beaux quartiers du 16e, dans des canapés en velours. On est dans des quartiers difficiles. On est victime de la pauvreté. Quand on est vraiment victime de la pauvreté, on est aussi victime de la tentation. C'est-à-dire le petit caïd qui vient vous dire « Mais attends, là ton RSA, mais c'est nul, fais le guet pour moi. Aide-moi à transporter des marchandises, va livrer ça à telle adresse, tu auras 200 €. C'est plus que ce que tu gagnes en un mois ou en une semaine de travail. » Donc, l'immigration passe par la case pauvreté, et passant par la case pauvreté, elle se trouve au contact avec la société criminelle, avec les réseaux de trafiquants. Une partie de cette société pauvre va céder, va craquer, va dire bah oui d'accord, allez je rends un petit service, elle est prise dans l'engrenage et on la retrouve en prison. Quand vous faites le lien direct immigration-criminalité, vous êtes dans la malhonnêteté intellectuelle. Quand vous êtes dans le raisonnement complet immigration, donc pauvreté, donc contact avec les séries criminelles, avec les réseaux criminels, donc on arrive en prison un jour ou l'autre, on se fait attraper, là vous êtes dans un raisonnement sociologique pertinent. Et vous pouvez en déduire des politiques publiques. Si on intervient assez tôt par l'école, par l'aide sociale, par le tissu associatif, par la présence d'emplois, on empêchera les gens de passer de la pauvreté à la criminalité. Parce qu'on les sortira de la pauvreté par l'honnêteté, par l'ascension sociale. Et ça, Zemmour ne le dit jamais. Et sur beaucoup de raisonnements,
il est dans le court-circuit. Des migrants commettent des crimes, tous les migrants sont des voleurs. Cette généralisation, c'est toujours le court-circuit, en omettant de voir tous les maillons de la chaîne. Deuxième erreur fondamentale d'Éric Zemmour, et je m'arrêterai là, mais il y aura peut-être d'autres questions, c'est la généralisation, ou plus exactement maintenant, parce qu'il est passé à une phase électorale, donc il grossit encore un peu le trait, l'enfermement dans un mot valise. Par exemple, il y a des attentats islamistes atroces, on égorge, on décapite un professeur, on égorge un prêtre, on fait des attentats, bon, c'est incontestable. La conclusion d'Éric Zemmour, c'est « nous sommes en guerre civile ». Le mot, l'expression est forte, guerre civile, ça saisit. Et c'est vrai que le spectacle est atroce, des gens égorgés, des gens décapités. Sauf que ce mot est un mot slogan, un mot valise dans lequel il n'y a pas la réalité. C'est quoi une guerre civile? Ben, regardons les vraies guerres civiles. Les vraies guerres civiles, c'est la guerre d'Espagne. C'est la moitié des Espagnols contre l'autre moitié des Espagnols. C'est les Hutus contre les Tutsis. C'est, si on remonte le temps, les guerres de religion qu'on a connues en France, en Europe, entre protestants et catholiques. La guerre civile, c'est les Khmers rouges contre leur propre peuple. C'est-à-dire, c'est toute la population entraînée dans une guerre. Choisis ton camp. Tu es avec Franco ou tu es républicain espagnol? Et selon ton camp, tu auras tes amis et tes ennemis. Ça, c'est la guerre civile. Est-ce que nous avons choisi un camp? Est-ce que nous sommes soit avec Zemmour, soit avec les islamistes? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une infime minorité de gens qui sont d'accord avec les islamistes. Il y a une infime minorité de gens qui sont d'accord pour être dans la répression la plus totale. Et il y a une énorme masse de gens angoissés qui considèrent que cet extrême-là et cet extrême-là, c'est l'horreur. Mais ça, il ne le dit jamais. Et cette expression guerre civile, cet abus de langage, vous le retrouvez dans beaucoup de ces raisonnements. Mais c'est sûr qu'en meeting, ça fait un succès. Ça glace le sang, ça saisit. Et comme il s'appuie sur des images fortes, ça fonctionne. Mais ça ne résiste pas au raisonnement. Sauf que une phrase choc, c'est 10 secondes et ça passe à la télé. Un raisonnement, surtout un raisonnement de professeur, d'expert, pas un raisonnement simpliste comme le mien, un raisonnement étayé, ça prend 20 minutes. Et ça s'écrit, ça se lit pour bien se saisir. Et nous sommes dans une société où l'émotionnel en 10 secondes est beaucoup plus puissant politiquement que le rationnel en 20 minutes de lecture. Bonsoir. Voilà, quelqu'un d'autre a pris la parole. Ben, ça sera après à vous, mademoiselle. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous avez parlé de Notre-Dame-des-Landes, du barrage de Sivins et des GAFAM. Et j'ai plutôt, on va dire, deux questions. Premièrement, est-ce que par rapport à ce que vous disiez sur Notre-Dame-des-Landes et le barrage de Sivins et les autres événements comme ça, est-ce que c'est pas le laxisme politique qui crée l'abstention et du coup qui crée la défiance envers toutes les politiques aujourd'hui? Et d'un autre côté, est-ce que c'est pas pour tout ce qui est Amazon, etc., ce qu'on vient de voir avec le refus de la construction de l'entrepôt il y a quelques jours, est-ce que c'est pas le fait que, d'une part, on apprécie mal la victoire d'Amazon, des GAFAM et autres, et deuxièmement, que pourquoi pas on fait pas des exceptions pour ces grandes entreprises pour justement attirer encore plus l'emploi et autres? C'est intéressant Amazon parce que il y a un ministre de l'économie qui un jour a fait un discours sur le thème « Merci Amazon, merci de venir dans ma région, merci de créer des emplois, vous êtes le progrès, vous êtes l'avenir ». C'était Arnaud Montebourg, qui depuis n'a que des mots très très durs contre Amazon et les autres GAFA. Pour le laxisme politique, la lâcheté politique, c'est un peu la poule et l'œuf. La poule sort d'un œuf, mais l'œuf sort de la poule. Qui était là en premier, la poule ou l'œuf? On peut y passer la soirée, on n'aura pas la réponse. Ben là, c'est un peu pareil. Est-ce que les gens, les militants, les groupuscules se sentent puissants parce que les politiques sont mous, ou est-ce que les politiques sont mous parce qu'ils savent qu'ils ont devant eux maintenant des forces organisées qu'ils ne peuvent pas briser parce qu'ils n'ont plus le droit de tuer des gens? Et c'est une équation un peu insoluble. Et la solution ne peut pas être ni dans « on cède tout le temps », oui, dès qu'il y a 30 personnes qui protestent, on annule les projets, sinon ce pays va s'effondrer. Mais ça ne peut pas être non plus « on passe en force », on s'en fout. On envoie l'armée, tant pis s'il y a des morts, ils n'avaient qu'à pas manifester. Ce qu'on entend parfois chez les plus réactionnaires. Ça n'est pas possible. La solution d'avant, c'est-à-dire la force, ou le monde anarchiste rêvé par certains pour après, ça n'est pas possible. Nous devons inventer une nouvelle maturité démocratique. Il y a un problème, ça coince, ben on discute. C'est-à-dire que la démocratie classique est en échec,
Ça ne marche pas, on n'y arrive pas, ça bloque. Donc il faut inventer un autre échelon démocratique. Il faut inventer un niveau de démocratie, de débat, de délibération, où on va chercher à faire sauter les blocages, à construire ensemble un consensus. C'est ce que Macron a tenté, imparfaitement. Ça a fait beaucoup de frustration, mais ça a eu le mérite d'exister, avec la Convention citoyenne sur le climat. Nous faisons une taxe carbone parce qu'il faut payer l'essence plus cher si on veut que la planète arrête de brûler. Il y a les gilets jaunes. On a la fin du mois, on s'en fout de la fin du monde. Et ça coince dans le pays. On retire la taxe, enfin le problème il est toujours là, le climat se réchauffe. On tente une convention citoyenne sur le climat pour que des citoyens, des experts, des forces politiques, des forces économiques se parlent et se parlent encore pour qu'à un moment donné, on trouve le point d'équilibre où tout le monde aura fait des concessions sans avoir eu l'impression de se renier, où personne ne se dira c'est foutu, tout en se disant c'est pas l'idéal, c'est pas ce que je voulais, mais quand même c'est acceptable. Et ça, on n'arrive pas à l'inventer pour l'instant. La Convention citoyenne sur le climat était imparfaite. On le voit dans les exercices locaux de démocratie participative. On n'arrive pas encore à l'inventer. Ce nouvel âge démocratique, il est à inventer. Alors, ça peut passer par des tas de solutions. Et elles ne sont pas toutes sympathiques. On peut considérer que la démocratie, c'était un âge de la vie collective et qu'on va le dépasser. Ce n'est pas éternel. On peut aller dans plusieurs directions. On peut aller vers une direction très confortable qui a été choisie collectivement, volontairement, par plusieurs pays. C'est ce qu'on appelle la démocrature ou la démocratie illibérale. Il y a de la démocratie. Les gens votent et ils veulent choisir le chef. Ils ne supporteraient pas que ça soit un héritage de père en fils comme les rois. Mais une fois qu'ils ont choisi le chef, il a tous les pouvoirs. Les journaux, les associations, les partis, les syndicats, non. Ça ennuie tout le monde, ça bloque tout. Donc on choisit le chef, carte blanche le chef. Vous l'avez en Turquie, Erdogan est élu. Vous l'avez en Hongrie, Orban est élu. Vous l'avez en Russie, Poutine est élu. Alors oui, il y a de la triche, mais ça marche, c'est efficace. Et il y a des peuples qui se disent plutôt l'efficacité que la subtilité. Plutôt que d'écouter l'association machin, le groupuscule truc, l'individu bidule. Non, non, efficacité. On vote, celui qui a gagné, il a carte blanche. C'est un modèle tentant. La preuve, nous l'avons choisi en France. Un jour, il y a un président de la République qui avait 40 ans, qui avait été élu comme président de la République. Il est venu vers les Français, il leur a dit « Attendez, la République, c'est la pagaille. L'opposition, ceci, les machins, on n'arrive pas à remettre de l'ordre. Je fais un coup d'État, je prends le pouvoir, c'est vous le peuple. Donc je fais un référendum, un plébiscite. Vous allez me confirmer si j'ai raison ou pas. Le peuple dit « T'as raison, vas-y, gouverne. » Et il va gouverner pendant 18 ans. C'est pas Emmanuel Macron, hein, rassurez-vous. Je fais pas de politique fiction avec un coup d'État d'Emmanuel Macron là dans 6 semaines. C'est Louis-Napoléon Bonaparte, élu en décembre 1848 au suffrage universel, président de la République. Enfin universel, les femmes ne votaient pas. Il est élu, 3 ans après, il fait un coup d'État. Il demande 1 an après au peuple de valider le coup d'État. Ouais, bravo, super, ça marche. On est plus riche, le pays se développe, c'est super l'Empire, la République, on n'en veut plus. Donc pourquoi on ne le choisirait pas encore? Sommes-nous plus intelligents que les Hongrois, les Turcs, les Russes? Je ne suis pas sûr. Premier choix, la démocrature. Deuxième choix, l'autre extrême, la démocratie permanente. Et ça, c'est votre génération qui peut l'inventer, voire l'imposer. Moi, ça ne me semble pas l'idéal. Mais c'est quoi la démocratie extrême? C'est à chaque instant de votre vie, plusieurs fois par jour, on vous consulte et vous décidez. Vous le faites déjà, vous mettez des likes toute la journée sur vos applications, sur vos réseaux sociaux. Ben là, c'est pareil, sauf que c'est les ministres qui vous le demandent. Voilà. Eh ben alors, on va faire une prime, ceci, ça va coûter tant. On va faire une prime, cela, ça va coûter tant. Choisissez. Et vous aurez, le soir à 18h, 18 millions, 35 millions de Français qui auront répondu. Et la décision sera prise. Plus besoin de parlement, plus besoin de... On fait du sondage permanent et c'est la démocratie de l'opinion. Il y a des pays qui se laissent tenter par ça. Il y a des organismes qui se laissent tenter par ça. Regardez comment les Verts, par exemple, multiplient les votes. Chez les Verts, dans les réunions, on vote même pour savoir si on va voter. Est-ce que vous voulez voter sur telle décision? Alors d'abord, on vote pour savoir si on veut voter. Et puis si le oui l'emporte, on vote sur la décision. Vous voyez, la démocratie au carré, la démocratie démultipliée, ça peut tout à fait être une solution. Pour l'instant, elle n'a été expérimentée que dans les romans de politique fiction, notamment Philippe Cadic a dit des choses de ce genre-là, a écrit des choses de ce genre-là.
Mais pourquoi pas? Tout citoyen armé d'un téléphone avec un code pourrait plusieurs fois par jour dire oui ou non à des décisions, à des sanctions, à des initiatives. Moi, je pense qu'on peut, au milieu, rester dans la démocratie telle qu'on la pratique. On élit des représentants, un maire, un député, un président. Il y a des contrôles, mais il a quand même une marge de manœuvre. Mais il faut faire vivre cette démocratie. C'est pourquoi je propose 3 réformes. La première réforme, c'est que le vote blanc soit compté parmi les suffrages exprimés. Quand vous voyez un président gagner à 52-48, c'est faux. 52 pour lui, 48 pour l'autre, mais des bulletins blancs qu'on n'a pas comptés parmi les suffrages exprimés. En 2012, quand Hollande a battu Sarkozy, si on avait compté les bulletins blancs, il y en avait beaucoup parce que Bayrou avait dit ni Sarkozy ni Hollande. Et il y avait eu plus de 2 millions de bulletins blancs. Hollande aurait gagné quand même, il était devant Sarkozy. Mais Hollande aurait gagné avec 48% des voix. Il y avait 46 pour Sarkozy, le reste c'était du bulletin blanc. Un président élu à moins de 50%, il fait gaffe. Il sait qu'il est structurellement en minorité et qu'il ne doit son élection qu'au blanc. Donc je propose qu'on compte le blanc parmi les suffrages exprimés. Et si dans une élection, par exemple une législative, 7 candidats, tous nuls, et les électeurs de la circonscription disent non, ils sont nuls, le vote blanc arrive en tête. On annule l'élection, on recommence 15 jours après, mais les 7 candidats n'ont pas le droit de se représenter. Ils ont été éliminés. Black boulet, comme on disait dans le temps, c'est-à-dire une boule noire que l'on met pour éliminer le candidat. Il n'est pas digne d'être candidat. Ça se faisait en Grèce et ailleurs. Black boulet, ça vient de là. Suffrage blanc compté parmi les exprimés. Ah oui, mais si votre vote blanc est compté, si quand vous n'êtes content d'aucun candidat, vous pouvez quand même aller voter, ça sera pris en compte. Vous n'avez plus d'excuses pour vous abstenir. Donc le corollaire du vote blanc, deuxième proposition, c'est le vote obligatoire. Le droit de vote n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. Des gens sont morts pour qu'on puisse voter. Des hommes, des femmes. Eh bien rien que pour ça, il faut que le vote soit obligatoire. Alors on n'est pas non plus dans une dictature, on a le droit d'être malade, de rater un train, d'avoir un examen à l'autre bout de la France. On produit un papier en disant, écoutez, je ne pouvais vraiment pas voter, et on passe l'éponge. Mais ceux qui pouvaient voter, qui ne l'ont pas fait, qu'est-ce qu'on va leur infliger comme sanction? On ne va pas les torturer, on ne va pas les emprisonner. Moi, je propose une sanction très simple. Vous n'avez pas voté, vous n'avez pas d'excuses, eh bien, puisque vous avez été un citoyen déficient, on vous retire votre droit de vote pour les 2 prochaines élections. Un peu comme dans les sports comme le rugby où un carton jaune, c'est 10 minutes hors du terrain. Ben voilà, les 2 prochaines élections, vous n'avez pas le droit de voter. Regardez les régionales de juin dernier, 66% d'abstention. Ça veut dire que tous ces gens-là, on leur dirait « Ah, là, vous n'avez pas voté à la présidentielle ». Je peux vous dire qu'ils se seraient précipités pour voter. Parce qu'ils ont très envie de dire oui ou de dire non à Macron. Donc ils seraient allés voter au régional, même s'ils n'ont pas d'enthousiasme, uniquement pour se qualifier pour la présidentielle. 3e proposition, et qui vous concerne. Enfin, plus maintenant, mais peut-être les plus jeunes d'entre vous. Je suis pour le droit de vote à 16 ans. À 16 ans, vous êtes des citoyens. Vous militez dans des associations. Vous êtes des consommateurs. Vous avez une carte de crédit. Vous êtes des acteurs du débat. Vous êtes sur les réseaux sociaux. À 16 ans, l'école n'est plus obligatoire. La République vous lâche la main. Vas-y, débrouille-toi. Tu n'es plus à l'école. Et vous devez attendre 18 ans avant de pouvoir voter pour ceux qui vont faire les lois qu'on vous demande de respecter. Et la majorité pénale, elle va être abaissée à 18 ans. Elle l'est déjà dans beaucoup de secteurs. Et donc, le citoyen est citoyen responsable à 16 ans, mais citoyen décideur à 18. C'est anormal. Par ailleurs, nous sommes dans un pays qui vieillit. Il y a de plus en plus de vieux. Les vieux votent. Moi, j'ai 54 ans. Les plus de 60 ans deviennent lentement majoritaires dans les votes. Donc, nous sommes dans un pays où les décisions sont prises par des gens qui n'en verront pas la conséquence. Ils vont voter. Ça va être très important. Par exemple, un référendum sur les retraites. Ça ne les concerne pas, ils vont mourir dans les années prochaines. C'est votre destin qui est dans leurs mains. On fait voter par les plus vieux les décisions qui pèseront sur la vie des plus jeunes. Il y a un exemple très simple, le Brexit. Le Brexit a été voté par des vieux qui ne verront pas les conséquences du Brexit parce qu'ils seront morts avant. Et c'est les jeunes qui n'ont pas voté, qui ne sont même pas allés aux urnes, qui vont subir pendant 20, 30, 40 ans les conséquences du Brexit, bonnes ou mauvaises. C'est donc une injustice. Le droit de vote à 16 ans, ça rééquilibre un peu la balance des votes. Si vous faites droit de vote à 16 ans, c'est d'un seul coup 1,5 million d'électeurs en plus. Que vous ajoutez le vote obligatoire, la possibilité du vote blanc, parce que parfois on ne sait pas pour qui voter,
vous avez une démocratie régénérée. Mais je crois entendre dans les bruissements dans la salle que je suis peut-être minoritaire sur ces propositions-là. Ce que je propose, c'est qu'on va prendre, mademoiselle avait très envie, donc on va prendre la dernière question, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui est plus bavard que moi. Donc voilà, et je sais que certains doivent se libérer et doivent rentrer. Je peux faire une petite réponse courte, parce que j'ai une petite dernière demande à te faire après. Promis, je fais une réponse courte. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste revenir sur la crise démocratique représentative. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que ça passe par la justice? Parce qu'on sait aujourd'hui que les policiers sont de plus en plus mal formés, qui se retrouvent dans les quartiers, enfin les jeunes policiers se retrouvent dans les quartiers les plus difficiles, puisque personne n'a envie d'aller y travailler. Et est-ce que vous ne pensez pas que ces jeunes policiers qui justement sont moins formés, qui sont beaucoup moins et qui ont un discours un peu plus du côté de Zemmour justement et de l'extrême droite, fait aussi qu'aujourd'hui on perd confiance, puisque l'État à la base c'est quand même la sécurité, et qu'aujourd'hui on ne se sent plus en sécurité, que les jeunes, il y a toute une jeunesse, enfin il y a tout un tas de Français qui ne se sentent plus en sécurité. Et est-ce qu'il ne faudrait pas justement reprendre l'éducation, passer par l'éducation en fait de la justice, des policiers et voilà plus. Merci, mais ma réponse va être courte parce que 1, vous avez parfaitement raison. 2, j'ai pas la solution. Et en effet, c'est toute la chaîne de sécurité, police-justice, qui doit être refondée dans son fonctionnement, dans son efficacité, dans son équanimité. Mais ça ne se fera pas sans une profonde réforme de l'école. Si on ne relance pas profondément la machine éducative, on continuera à produire une société tendue, électrique, créatrice de tensions, et en face, il faudra un appareil toujours plus répressif. Et ça sera le cercle vicieux. Donc, l'école et la réforme de la chaîne pénale et de la sécurité, ça va de pair. Il y a 2 choses que l'on peut faire assez vite. La première, c'est de remettre à plat les méthodes. C'est-à-dire que la manière dont la police travaille, mais la manière aussi dont la justice instruit et traite les dossiers, ça peut être remis complètement à plat très vite, avec de nouvelles technologies, avec de nouvelles formations. La boîte à outils peut être modernisée assez vite. Et puis il y a une deuxième réponse évidente qui solutionnerait beaucoup aussitôt ces problèmes. C'est de considérablement augmenter les rémunérations des enseignants, des policiers, des magistrats. Les magistrats ne sont pas les plus mal payés pour une partie d'entre eux, mais ça reste insuffisant. Les enseignants sont atrocement mal payés dans notre pays. Parce que si vous voulez que ces institutions se mettent à marcher très bien, il faut qu'elles recrutent les meilleurs. Si vous voulez qu'elles recrutent les meilleurs, il faut qu'elle ait les moyens de les payer. Et ça, vu l'état des finances publiques, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais là, vous avez mis le doigt précisément sur un organe démocratique complètement coincé. J'étais court. C'est parfait, merci beaucoup. Moi, j'avais un dernier point, puisque on profitait, on a la jeunesse, les forces de demain. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes donc, qui se dédient la plupart au métier de la finance, des fois un peu plus largement, parce qu'aujourd'hui les carrières sont longues, elles changent, elles varient entre autres. Donc, quel conseil tu pourrais lui apporter dans cette période où effectivement les élections c'est toujours important, parce que tu l'as indiqué, c'est des choix de cap, d'orientation, de décision qui sont importantes. Parce que peut-être qu'on va élire un prochain Napoléon. On ne sait pas, parce que je crois qu'il n'y a pas qu'à droite, mais Mélenchon aussi voulait faire une révolution, un coup d'État pour légitimer par le peuple. Donc tout est possible. Donc quels sont les conseils pour réussir, pour se développer, ou les bons conseils à suivre? Premier conseil, prenez le pouvoir. Prenez le pouvoir. Alors pas en cassant tout, pas en faisant la révolution, on est sorti de l'âge révolutionnaire. La table rase, fusiller des gens, c'est terminé. C'est le romantisme des révolutionnaires à la mode Mélenchon, c'est la nostalgie de ceux qui pensent que Robespierre avait raison et que Napoléon n'avait pas tort. Ce n'est pas dans le passé qu'on trouvera les bonnes solutions. Mais prenez le pouvoir. Prenez-le par toutes les élections que vous trouverez sous la main, pour vous affirmer dans les institutions où les membres votent pour choisir leur chef. Prenez-le en inventant des tas de choses, des entreprises, des associations, des institutions qui feront avancer les choses sans que vous ayez besoin qu'on vous donne quoi que ce soit. Mais prenez le pouvoir. On sort d'une période où vous avez été sacrifiés. Pour sauver les plus âgés, et c'est très bien, personne ne le regrette, on a sacrifié les plus jeunes.
vos études, votre vie sociale, votre vie amoureuse, vos conditions de vie. 2 ans de punition, de privation, de sacrifice pour donner encore une espérance de vie à ceux qui ont eu la chance de naître dans une période beaucoup moins difficile. Les fameux baby boomers qui sont nés assez tard pour ne pas connaître les guerres, assez tôt pour ne pas connaître le chômage de masse et qui se sont épanouis musicalement et sexuellement dans les années 60. C'est formidable. Ceux-là, génération dorée, tant mieux pour eux, par ailleurs, ils avaient du talent, du génie, c'était une génération formidable. Ceux-là, ils ont tous les pouvoirs économiques, politiques, financiers, médiatiques, et ils vous disent, taisez-vous, travaillez, sacrifiez-vous, aidez-nous, et vous le faites. C'est bien, parce que vous êtes une génération humaniste et altruiste. Mais vous ne devez pas le faire sans qu'il y ait quelque chose en échange. En échange, vous devez réclamer le pouvoir. Le pouvoir. Encore une fois, pas en coupant les têtes des gens et en les poussant dehors, non, en le prenant le pouvoir. Et là, je vois dans votre génération une plus grande tentation horizontale, je m'évade. Singapour, l'Amérique, d'autres planètes, plutôt qu'une tentation verticale. Je monte, je prends le pouvoir. Il faut faire les deux. L'aventure horizontale, découvrir de nouveaux mondes, partir, revenir, c'est essentiel. Depuis Goethe, on le sait, les années de voyage. Prendre le pouvoir, c'est essentiel. Pour vous et pour notre pays. Je ne veux pas vieillir dans un pays dirigé par des vieux pour des vieux. Donc j'attends que vous preniez le pouvoir. Merci beaucoup. Vous avez compris, prenez le pouvoir. Merci encore, c'était un vrai plaisir, c'était passionnant. Je pense qu'on en sort tous enrichis, en tout cas, ça nous va permettre de réfléchir. Et je vous dis à tous, à la prochaine masterclass qui aura lieu totalement en digital avec le président, le directeur général d'Unicredit. Merci, bonsoir.